Euh, Tout d'abord, une petite information, mais importante. Ce séminaire est enregistré de façon à permettre aux personnes qui n'ont pu venir et à toutes celles et ceux qui pourraient être intéressés par ces questions de pouvoir profiter elles aussi des échanges et des enseignements que nous recevons ce matin de la part de nos deux invités, mais aussi des échanges ensemble sur ces questions-là. Et donc, comme c'est un format réunion, donc ce n'est pas un format ici où on ne voit afficher que les intervenants, les invités, les participants étant finalement dans une sorte de boîte noire non identifiée. Nous avons choisi ici le format réunion, donc ça veut dire que les personnes qui interviennent, et il y aura la possibilité pour vous d'échanger, leur nom et leur visage apparaissent. Si vous ne désirez pas que cela soit le cas, il vous suffit de couper la caméra et vous pouvez également, si vous souhaitez rendre votre participation plus anonyme, renommer votre vignette. Et donc, il y a, quand vous cliquez sur 3 petits points, vous pouvez choisir l'option renommer et changer le nom qui apparaît sous forme de vignette en bas du petit écran qui vous correspond. Voilà. Alors, en guise d'introduction, avant de céder la parole à celle qui a imaginé et proposé l'idée de ce cycle santé numérique, à savoir Hélène Coppens, euh, j'avais juste une petite réflexion à vous partager, c'est que nous expérimentons toutes et tous aujourd'hui, un peu sous la contrainte, il faut bien le dire, une forme de virtualisation du monde. Et le séminaire ici présent en est encore un exemple. Mais nous ne devons pas nous leurrer, ce mouvement de virtualisation est présent depuis longtemps, il est en route, avec des opérateurs qui n'ont cessé de prendre de l'importance et qui, à l'occasion de la crise, ont acquis un poids plus lourd sur la scène mondiale. Ce séminaire a démarré avant la crise. Il y avait eu un échange autour de Bellrheim, et Hélène en redira un mot. Et ici, comme dans beaucoup d'autres domaines, on voit bien que la crise Covid et tout ce qu'elle a entraîné comme conséquence a un effet loupe et un effet d'accélérateur par rapport à des évolutions déjà présentes. Et on l'observe également dans le champ de la santé mentale ou dans le champ social, c'est que les inégalités, les difficultés rencontrées par la population prennent un tour plus aigu à l'occasion de cette crise, mais finalement n'étonne pas les observateurs ou les praticiens que vous êtes. L'objectif du cycle, dès le départ, est de donner des clés pour comprendre ce qui se joue, ce qui est en train de se mettre en place, des clés pour comprendre, donc ça veut dire aussi de bien cerner ce qui se cache derrière certains mots que nous utilisons en pensant les avoir bien compris, et puis finalement on se rend compte qu'il y a des choses qui continuent de nous échapper, c'est normal, mais l'objectif c'est bien donc d'avoir des clés pour comprendre et pour nous aider ensuite à réfléchir et à nous positionner à la fois sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan des pratiques, notamment en santé mentale, par rapport à ces évolutions qui sont bien présentes et qu'il ne serait pas sain de nier ou d'ignorer comme si elles n'existaient pas. Voilà un peu le cadre général, et je propose que Hélène, je te cède la parole pour que tu puisses également resituer le cadre de nos échanges. Oui, merci Aya. Est-ce qu'on m'entend bien? Vous pouvez faire des petits comme ça. Ça va, c'est bon? Voilà. Oui, je ne vais pas être trop longue pour laisser la place à nos deux intervenants. On avait pensé que c'était quand même bien de recontextualiser un petit peu les questions qu'on a déjà travaillées et qu'on va continuer
à travailler pour, voilà, pour se remettre un petit peu dans le bain et savoir avec quelles oreilles on peut écouter nos intervenants. Donc, dans les échanges qu'on a eus pour préparer cette matinée, on se faisait la réflexion qu'on était dans un monde de plus en plus complexe, non seulement au niveau technologique, mais aussi au niveau législatif. Et qu'au niveau des lois qui régulent, c'est pas facile non plus de s'y retrouver. Sur la question de la numérisation et de la protection des données proprement dites, il y a plusieurs lois qui cohabitent et il faut pouvoir voilà, se situer par rapport à tout ça. Alors, comment dans ce contexte appréhender la question de la protection des données santé, de leur partage, ainsi que de l'implication grandissante de l'intelligence artificielle dans la vie et la santé du citoyen? Donc, on peut se poser ce type de questions, par exemple. Qu'en est-il avec l'arrivée des outils algorithmiques de décision de la responsabilité du professionnel de la santé? Y a-t-il une possibilité de contrôle démocratique réel sur les données, et particulièrement les données santé? Quels sont les risques et les biais dans ce domaine et à quoi sont-ils dus? Nous avions, en décembre 2019, accueilli Cédric Detienne et commencé notre cycle de santé numérique sur la question d'un instrument de mesure standardisé, Interray, qui en Belgique se nomme Belray et qui fonctionne avec des algorithmes, cet instrument étant utilisé dans le champ de la santé mentale en Amérique du Nord. Alors, des versions de cet outil ont été adaptées à certains contextes, comme la mesure du degré de dépendance d'une personne âgée dans notre pays. Cette mesure, soi-disant objective, car elle continue malgré tout à dépendre de la personne qui encode les données et de la manière dont elle le fait. Mais cette mesure permet d'aboutir à des données comparables en fonction de groupes cibles, de détecter des risques et, par exemple, dans le cas belge, de permettre de décider en fonction du score obtenu si les conditions sont remplies pour obtenir une aide publique. Alors, Cédric Detienne avait mis en avant combien cet outil, appliqué au champ de la santé mentale, pose un grand nombre de problèmes à différents niveaux, au niveau scientifique, au niveau éthique, au niveau déontologique. Voilà, voici quelques-uns de ces problèmes pour mémoire. Alors, peu d'études scientifiques accessibles et fiables, pas d'accès aux algorithmes, soumission de la gestion des problèmes de santé publique à des acteurs privés, protection des données, voilà, peu d'informations sur la question de la protection des données, plus toutes des questions sur la modification, voire la disparition de la relation thérapeutique avec l'introduction de ce type d'outils. On verra qu'à l'horizon se pose même la question de la survie de nos métiers en tant que tels. On pourrait se poser la question, est-ce qu'on pourrait un jour être remplacé par une machine, par un algorithme? Alors, donc le domaine des soins de santé n'échappe pas à la numérisation croissante du monde et il nous semble essentiel d'y réfléchir. Aujourd'hui, nos deux intervenants vous proposent de continuer à explorer la planète numérique du point de vue de l'intelligence artificielle et du point de vue du droit. Ils nous proposent d'étendre un peu notre champ de connaissances afin de nous permettre de nous poser les bonnes questions. Hélène, voilà. Oui, j'ai cliqué sans le faire exprès. Vous m'avez perdu quand? Il y a 15 secondes, donc... nous permettre de nous poser des bonnes questions, vous avez entendu? Parfait. Ah ben, je continue là alors. Les propos seront centrés d'une part sur les risques et les biais liés à la technologie, intelligence artificielle, données, mais aussi sur les risques et les biais liés à l'être humain lui-même dans ces questions de numérisation. Alors, je vais donner la parole successivement à Pierre Malbet, qui est coordinateur à la plateforme de concertation de santé mentale à Bruxelles sur les questions liées, donc il est coordinateur dans cette plateforme sur les questions liées aux assuétudes. Et ensuite, Jean-Marie Van Giesegem nous parlera. Il est avocat et directeur de recherche au CRIST, qui est la cellule information loi et société à l'université de Namur. Chacun parlera environ une demi-heure et vous verrez qu'à différents moments, ils vont vous inviter à interagir avec eux, sous la forme de sondages ou même d'un écran sur lequel vous pourrez intervenir. On vous expliquera ça au fur et à mesure
C'est assez intuitif et simple. Et donc voilà, je vais juste vous indiquer maintenant comment va fonctionner la réunion pour qu'on soit bien d'accord tous ensemble sur la manière dont on va pouvoir interagir. Donc il n'y a pas d'intervention, on ne prend pas la parole pendant l'exposé de Jean-Marc et Pierre, mais vous pouvez poser vos questions pendant ces interventions via le chat. Alors ça, c'est en bas. Vous voyez en bas de toutes les petites caméras de chacun, il y a marqué conversation ou chat. Vous pouvez cliquer là et écrire vos questions que vous adressez à Yaya si possible et pas à tous. C'est plus facile parce que sinon on est dérangé. Yaya va collecter ces questions et si ce n'est pas des questions de débat de fond, interviendra auprès de Jean-Marc ou de Pierre pour faire préciser des choses que vous avez éventuellement pas bien comprises ou qui vaut la peine d'être reprises. Ensuite, après les exposés, on prévoit un moment d'échange où là, on pourra poser des questions oralement. À ce moment-là, ce qu'on vous demande de faire, c'est de vous signaler avec l'onglet « Lever la main », petite main comme ça. Voilà, le temps qu'on repère que vous demandez la parole, on pourra rouvrir votre micro et alors vous pourrez vous exprimer. On espère pouvoir faire ça si on a le temps, mais voilà, je pense que ça sera possible. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Oui, voilà, en tout cas, j'ai dit tout ce qu'il y avait sur ma feuille. Donc, je vais donner la parole à Pierre Malbet, qui va nous parler de la question des biais, des risques de l'intelligence artificielle, mais des biais liés aussi à l'être humain dans toutes ces histoires-là. Voilà. Vas-y Pierre, merci. Donc, j'espère que vous m'entendez tous et que vous voyez le PowerPoint. Parle bien fort, Pierre. Donc, j'espère que vous m'entendez tous et que vous voyez bien le PowerPoint, parce que ça c'est bon. Donc, juste une petite chose. On t'entend et voilà le PowerPoint qui arrive. Ok, merci beaucoup. Donc, je vais ramener la fenêtre pour vous voir tous. Comme ça, je vous vois. Et donc, je pensais qu'à ce moment-là, on avait un petit questionnaire déjà pour commencer, pour savoir à qui on s'adressait, Jean-Marc et moi. Donc, si Natacha, tu peux poster cette petite enquête, et c'est juste une enquête anonyme, on veut juste savoir d'où vous venez. C'est pas celui-là, Hélène. Oui, Natacha, c'est pas le bon sondage. C'était le sondage où on a demandé un peu le profil des participants. Donc, ne répondez pas à ce sondage-là parce que ce n'est pas celui-là qui doit vous être soumis. Mais donc, pendant que Natacha retrouve le Voilà, sondage en question. ça c'est le bon sondage, donc vous Voilà, pouvez chacun pendant ça, répondre. Ce n'est pas du tout obligatoire, hein, les sondages, mais c'est une manière d'interagir aussi avec et c'est anonyme, chacun de vous. Et voilà. c'est anonyme. Donc, bon, moi, je tiens d'abord à remercier Yaya et Hélène et le reste de l'équipe de la Ligue pour cette invitation à parler de santé numérique. Ou plus exactement, dans mon cas, de l'impact que j'imagine que les technologies numériques auront sur notre vie et notre santé mentale et somatique à nous tous. Et après ce petit sondage, moi, je vous soumettrai une série d'autres questions de sujets qui sont été évoqués dans la presse dans les dernières années. Et donc, ces 4 propositions qui vont bientôt vous être proposées sous forme d'un questionnaire, d'un autre petit sondage. C'est d'abord, est-ce qu'une intelligence artificielle est plus performante qu'un ou une radiologue pour détecter un cancer sur une radio? Est-ce que Amazon a racheté une grande compagnie d'assurance pour 67 milliards de dollars? Donc, concrètement, pensez Deleuze rachète Partena. Excuse-moi Pierre, est-ce que tu peux parler un peu plus fort? Tu as la voix grave et je sais que certaines personnes ont du mal à bien entendre. Merci, rapprochant mon micro. Attendez, c'est bon, je vais voir si je peux. Est-ce que vous m'entendez mieux? Alors, je vais parler plus fort, surtout.
C'est ça que je vais faire. Et donc, après, le troisième proposition, c'est une intelligence artificielle s'entraîne pendant 24 heures, joue contre elle-même, c'est-à-dire sans intervention d'un être humain, et elle devient la meilleure joueuse d'échecs du monde en 24 heures, inclus tous les autres logiciels qui existaient avant. Et la dernière proposition, c'est une intelligence artificielle peut deviner votre orientation sexuelle à partir d'une de vos photos. Et donc, juste pour que ça soit clair, il n'y a qu'une seule de ces propositions qui est fausse. Donc, même chose, je vais vous laisser réfléchir et je vais continuer un petit peu pendant que le sondage s'affiche. Pendant que vous réfléchissez à la réponse, je vais commencer mon exposé. Donc, en bon informaticien, mon réflexe est de passer 2 heures à automatiser quelque chose que je pourrais ou pas faire en 10 minutes. Là, j'ai choisi de prendre un livre d'Éric Topol qui s'appelle Deep Medicine, qui est le livre le plus complet à ma connaissance sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Comment s'appelle ce livre, Pierre? Excuse-moi. Elle s'appelle Deep Medicine. Deep Medicine. Je ne sais pas le titre en français. Ça a dû être traduit. Médecine profonde. Mais voilà. Tu as affiché effectivement le titre en bas de la dia qui est à l'écran. Voilà. Enfin, normalement, j'ai marqué mes sources partout. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'ensemble des mots qu'il y avait dans le livre et j'en ai extrait quels étaient les mots qui venaient le plus fréquemment. Et puis, je me suis dit, bah, voilà, ça au moins, c'est les thèmes qu'il faut que j'évoque avec vous. Et vous voyez, sur le sujet de la médecine et de l'animation, je vais parler beaucoup d'intelligence artificielle, AI in English, en anglais, Artificial Intelligence, de deep learning, de données et un peu de patients. Pourquoi ces sujets-là m'intéressent moi? Donc, je me sens toujours un peu un imposteur quand les gens me parlent. Je ne suis pas du tout informaticien. J'ai touché mon premier ordi quand j'avais 10 ans et c'était une époque où la PS4 n'existait pas. Donc, si on voulait jouer à un jeu vidéo, il fallait commencer par l'écrire. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Dans les années 90, j'étais architecte et j'ai vu l'arrivée des ordinateurs dans les conceptions assistées par ordinateur. Donc, ça a complètement révolutionné la manière dont on dessinait. Dans les années 2000, je m'occupais d'un bureau de conseil à Londres, je m'occupais de l'estate finance, et donc je m'occupais de fusion et d'acquisition. Je développais des modèles, par exemple, qui permettaient, donc je me suis occupé de la fusion de JP Morgan et Chase. Il passait de 20 000 personnes à 18 000 personnes dans Londres. Et la question, c'était de savoir si, au moment où ils allaient passer d'une vingtaine de bâtiments à une quinzaine de bâtiments, qui, parmi les gens, partirait parce qu'ils allaient avoir une demi-heure ou une heure de plus de transport en commun. Donc, une chose que j'ai modélisée. Et aujourd'hui, je m'occupe essentiellement d'épidémiologie sur la consommation de drogue à Bruxelles. Donc, en bref, je suis aussi informaticien que celui ou celle qui utilise un stylo quotidiennement et un écrivain. L'informatique, pour moi, c'est avant tout un outil. D'autres types de gens pensent, inventent, créent de nouveaux outils, ça c'est les informaticiens. Moi, je suis juste un utilisateur. Et donc, ce qui me ramène à ma situation préférée que j'ai eue quand j'étais gamin. Qu'on ne cherche pas dans ce livre quelques exactitudes géographiques, certains pays n'existent pas. Le Guatemala, par exemple, je le sais, j'y ai vécu. Et le point que j'essaie de faire, c'est que moi, je vous raconte une histoire qui est basée sur mon expérience, qui, je pense, sur des faits concrets. Donc, à quoi ressemble mon métier en vrai aujourd'hui? À quoi ressemble cette réalité? Ça, c'est des histogrammes qui représentent la consommation de différents produits légaux et illégaux sur Bruxelles. On peut en avoir deux lectures avec des implications politiques fort distinctes. Soit comme dans cette théorie des années 70 avec le gateway drug, vous croyez qu'on commence à consommer, donc vous voyez qu'il y a une progression en termes d'âge entre les différents produits. Donc, soit vous croyez comme dans les années 70 qu'on commence à consommer du cannabis dans la vingtaine pour se terminer au gros rouge à la cinquantaine. Soit vous croyez comme moi qu'une fraction de la population quasi incompressible, pour des raisons sociétales, économiques ou génétiques, consomme. Et comme ma fille de 13 ans surfe sur Instagram, tandis que moi, je surfe sur Facebook. Et donc, à différents âges, correspondent différents usages des réseaux sociaux. Donc, dans le premier cas, ça induit une politique, si on pense que on
croit au système à la logique d'une drogue porte d'entrée, bah, ça indique une politique de répression parce qu'il faut éviter la première drogue et la première consommation. Si on considère que c'est un problème de politique de santé et que c'est une maladie chronique, la consommation de drogue, eh ben, on doit la traiter comme dans le cadre d'une politique de santé, comme on traite d'autres maladies chroniques comme le diabète par exemple. Donc, de quoi je vais parler aujourd'hui? De révolution ou d'évolution industrielle, de Buzz l'éclair vers l'au-delà et l'infini, d'apprentissage profond et d'intelligence artificielle et des applications qu'on voit dans la santé en général, enfin, dans les applications d'intelligence artificielle en général et puis dans la santé en particulier. Pourquoi Tesla en point de départ? Donc, j'ai une formation en business et économie au départ et je suis l'argent. Quand je veux savoir ce qui va se passer, ça me paraît important de savoir où l'argent se déplace. Et aujourd'hui, en moins de 10 ans, Tesla est devenue la plus grosse entreprise automobile en capitalisation boursière. Donc, ils ont atteint 700 milliards de dollars le mois dernier. À eux seuls, ils pèsent plus que l'ensemble des 10 autres constructeurs automobiles qui existent. Donc, vous prenez les Volkswagen, les Renault, les Fiat, etc. Ils ont les Ford, Toyota. Voilà, en 10 ans, sont devenus la plus grosse. Et ce qui justifie leur valorisation boursière, c'est qu'on considère qu'ils ont 5 ans d'avance en termes de technologie sur les autres, que ce soit en termes de batterie, mais surtout en termes d'intelligence artificielle. Dans les années 80, il y avait un prof d'Harvard, Michael Porter, qui a sorti un bouquin qui s'appelle, d'abord c'est un article dans HBR, dans le Harvard Business Review, qui est pour le management, qui est l'équivalent de Lancet. Et donc, sa thèse, c'était d'expliquer qu'il y a un avantage concurrentiel de certains pays par la simple fait qu'il y a une concentration d'industrie dans un domaine. Et la Silicon Valley, c'est la chaussure italienne des années 80, c'est les automobiles allemandes. Et c'est des choses, j'essaie de rendre les choses concrètes de ce qui est en train d'arriver. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que sur un territoire qui est à peine plus grand entre l'ULB et l'UCL, entre l'ULB et l'UCL, vous allez avoir, en partant de UC Berkeley, UC Berkeley à Stanford, donc c'est deux universités qui sont dans le top 10 des prix Nobel depuis l'existence des prix Nobel. Donc sur ce chemin, vous allez trouver Tesla. C'est donc un tout petit territoire. Vous allez trouver Tesla, vous allez trouver Adobe, qui est le leader des logiciels graphiques. Quand les gens disent on a photoshopé, ben, c'est eux. Vous allez trouver Netflix, vous allez trouver Googleplex, donc vous allez trouver Stanford. Donc les fondateurs de Stanford, grosso modo, ils ont traversé la rue et puis ils ont été créer leur boîte de l'autre côté de la rue. Et puis vous allez trouver Oracle. Et puis dans San Francisco, vous avez Uber, etc. Donc il y a une concentration de savoir dans un petit périmètre qui est incroyable et le seul le seul autre endroit dans le monde qui est comparable aujourd'hui avec ce qui se passe dans la Silicon Valley, c'est la Chine, sur lequel on a très peu de vues. Donc ça, c'est les investissements privés en matière d'intelligence artificielle, c'est-à-dire c'est ce que des entreprises investissent dans leur développement en termes de recherche. Voilà. Et ce que vous voyez, donc moi je me suis arrêté à des données que j'avais trouvées jusqu'en 2018 parce que c'était l'année dernière. Pour être honnête, je n'ai pas recommencé ce diagramme-là. Mais ce que vous voyez, c'est comment donc ça, il y a une croissance exponentielle et qui n'est pas près de s'arrêter. Le point que j'essaie de dire, c'est que ce que vous voyez débarquer ne va pas s'arrêter. Il n'y a aucune chance que ça s'arrête. C'est parti. La question, c'est comment on va le gérer, comment ça va affecter notre travail, qu'est-ce qu'on en fait. Si on regarde l'adoption des technologies sur les 150 dernières années, il a fallu presque un demi-siècle pour qu'un quart des Américains pardon, il a fallu un siècle et demi pour qu'un quart des Américains aient accès à l'électricité. Il a fallu un quart de siècle pour qu'un quart des Américains aient la télévision. Donc ça, c'était dans les années 1926.
Et il a fallu 2 ans, enfin, il a fallu moins de 24 mois pour que Hacker des Américains ait un smartphone. Donc, ce qu'on peut supposer, c'est qu'on assiste à une 4e révolution industrielle, la première ayant été l'introduction des engins à vapeur, le deuxième, l'électricité, l'électronique dans les années 70, et aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Donc, fondamentalement, je ne suis pas sûr que ça soit une révolution industrielle, parce que tout le monde est toujours contre, on a très peu de recul sur les informations et on est toujours contre à penser qu'on a inventé un truc incroyable. Dans les années 2000, on pensait à cause d'Internet, qu'on avait trouvé un autre facteur de production à l'équation de Karl Marx sur le travail et le capital, et puis l'Internet a éclaté. Puis on s'est aperçu qu'Internet n'était pas plus un facteur de production qu'une machine-outil dans une usine. Donc, Buzz d'éclair vers l'au-delà et l'infini. De là où nous sommes, comment on va vers quel est le chemin qui se dessine vers nous sur l'au-delà, enfin, sur ce qui arrive. Et puis Buzz aussi, parce qu'on entend beaucoup de mots, beaucoup de vocabulaire, et moi ce que je vais essayer de faire là, c'est de vous expliquer que ceci est quand même relativement simple, et il n'y a pas de... il ne faut pas en avoir peur, c'est complètement abordable. Je n'ai pas mis une seule équation de maths, j'ai juste expliqué comment ça fonctionne, et très honnêtement, il y a un certain niveau où ça tient de l'analogie. Ce n'est pas la réalité parfaite que je vous décris, c'est comment ça marche. Prenons par exemple le sujet de la conduite autonome, donc on en revient à Tesla. Le Graal dans ce domaine, c'est je monte dans ma voiture, je dis emmène-moi à Berlin, enfin, ou par les temps qui courent, laisse-moi faire le tour du pâté de maison, et la voiture vous y emmène toute seule. Pour y arriver, on considère aujourd'hui qu'il faudrait passer par 5 niveaux de complexité incrémentale. Le niveau 5 étant l'automatisation complète. Aujourd'hui, on est plutôt au niveau 3, c'est-à-dire qu'on peut, au niveau 2, on est dans une voiture et on peut brancher le système pour que la voiture reste entre les deux lignes blanches quand on est sur l'autoroute. Donc, on est à peu près au niveau 2. Et le niveau 5, donc on parle de HAL dans 2001 Odyssée de l'espace, c'est pas exactement pour demain, et si on arrive à ce niveau technologique, personnellement, j'aimerais autant qu'on passe directement à la téléportation, comme ça on gagnerait du temps sur le projet. Ah pardon, j'avais oublié de vous afficher le truc, et voilà. Et donc HAL, et puis aujourd'hui, ce qu'on a, c'est plutôt un système d'assistance à l'intérieur des voitures. Alors, comme plus généralement, l'usage et l'interprétation des données s'organisent autour d'une pyramide simple allant des données à la sagesse. C'est une mauvaise traduction de l'anglais parce qu'en anglais c'est wisdom. Et chacun, c'est un peu pour ceux qui s'occupent des données, c'est un peu la pyramide de Maslow à nous. Donc, on a des données, des informations qui peuvent se transformer en connaissances, et puis le Graal, c'est d'arriver à un certain niveau de sagesse, et personnellement, je n'ai jamais atteint ce nirvana. En général, quand j'en arrive là, j'ai plus des questions que des certitudes sur le pourquoi des choses. Et récemment, j'écoutais Roger Penrose, c'est le prix Nobel de physique 2020, qui a 85 ans, et qui a un esprit incroyable, et qui expliquait qu'il disait intelligence is understanding and it's awareness. Donc l'intelligence requiert la compréhension et que ça requiert un niveau de conscience. Et c'est ça qui fait qu'on est très loin du niveau 5 d'un être, d'une intelligence. C'est que ça ne veut pas dire qu'un jour on n'expliquera pas les mystères de la conscience, mais aujourd'hui on en est loin. Donc on est sur des choses qui sont relativement basiques. Et le basique, pour moi, dans la vraie vie, ça ressemble à ça ressemble à un tableau. Et enfin, un monde ça, il ne faut pas oublier qu'il y a une prise d'information, un questionnaire. Donc, je pense que ça traite ce que Hélène évoquait au début avec les faiblesses éventuelles d'un système comme le BLR. Donc, un questionnaire qui est plus ou moins adapté à la situation. Par exemple, nous, on avait demandé, dans le questionnaire, on avait demandé un certain nombre d'informations concernant votre âge.
Et moi, j'avais proposé, parce que c'est par habitude, j'avais proposé des classes d'âge de 5 en 5, mais ça faisait ça avait plus de 10 classes, et dans Zoom, on peut proposer qu'une dizaine de classes. Donc, on a été obligé d'adapter le questionnaire à la technologie. Donc, c'est ce qui peut arriver. Donc là, ce qui est repris sur ce tableau, souvent ça m'arrive de digresser, mais donc, ce qui est repris dans ce tableau, c'est le poids de bébé à différents temps de grossesse. Et si on prend ces données et qu'on essaie de les transformer en information, c'est à peu près pour la première opération. Donc, on reprend en abscisse le nombre de semaines de gestation et on leur donnait le poids en grammes des enfants. Et en supposant qu'on ait choisi une échelle appropriée sur une période adéquate, on voit un pattern, un motif émerger. Et l'échelle est importante. Par exemple, à l'époque du début des projets 107, de prise en charge des malades souffrant de santé mentale, ce qui était en amont de ça, c'était l'expérience anglaise. Et une des conclusions qui en était tirée de l'expérience anglaise, c'était que grâce est le mot clé dans ce raisonnement, grâce à ce nouveau mode de prise en charge, on avait assisté à une baisse du nombre de suicides. Et quand on se penche 2 secondes sur les données, on s'aperçoit vite que les chiffres du suicide baissaient en Angleterre depuis les années 80 et pas à la fin des années 90, qu'ils baissaient partout en Europe, et que en 2008, quand il y a eu la crise économique, de manière assez peu surprenante, il y a eu une hausse de nouveau des suicides. Donc, ça ne remet pas forcément le bien fondé de ce modèle de santé, mais la décision n'a pas forcément la rigueur scientifique qu'on veut parfois nous faire croire. Donc, quand on a ces données, ce qu'on aimerait bien, c'est, j'espère pour la plupart d'entre vous, c'est de faire passer une jolie petite ligne au milieu pour voir le rapport entre le nombre de semaines de gestation et puis le poids des bébés. Et pour faire ça, en fait, c'est pas très compliqué, c'est un jeu d'enfant. Donc là, on va séparer le public entre moins de 50 ans et plus de 50 ans. Donc avant la PS4, on voit ça. À ce stade, c'est plus ou moins un jeu d'enfant. Donc on a 2 boutons et l'idée, c'est d'arranger. On a un bouton pour faire tourner la droite et on a un autre bouton qui va faire monter et descendre la droite. Et il n'y a rien de plus mystérieux à tout ce que je vais expliquer que ça. Si vous comprenez ça, vous avez compris à peu près tout ce qu'il y a à comprendre. Et dans un cadre, alors ça va être juste les 2 secondes de maths, donc j'ose espérer que la plupart d'entre vous ont reconnu une droite de régression, et qu'on trouve en minimisant l'écart entre la droite et puis dans l'équation de la forme numérique égale à x plus b, donc tous ceux qui sont passés, à un moment ça doit vous évoquer quelque chose. Et les valeurs réellement constatées. On prend le carré de la distance pour que ce soit que des valeurs positives, et puis on se retrouve avec une équation du second degré. Tout ceci décrit une parabole. Il n'y a qu'un seul minimum à une parabole. Et c'est là où on sait qu'on est arrivé à la droite qui représente le mieux cette relation. Et là, on dit merci Gauss, et on en a terminé avec les maths. C'était juste pour faire le lien, pour des fois qu'il y en aurait que ça intéresserait. Et une fois donc à l'étape d'avant, on était passé à un certain stade de connaissance, on avait compris le modèle, et là maintenant on passe à un niveau qui est de ce qu'on appelle de sagesse, mais enfin qui permet de prédire, et qui permet par exemple de dire qu'à 34 semaines, le poids théorique d'un enfant, ça serait 2115 grammes. Avec un certain niveau de confiance, on peut mesurer en calculant l'écart type, et l'écart type entre dans mon modèle, et l'écart type qui est entre le modèle qu'on a développé et la réalité qu'on observe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un modèle, la réalité, c'est un modèle avec des erreurs. Et où peut-être la manière dont on voit ça, c'est quand on fait mon job. C'est de Platon à Matrix, la réalité, c'est un modèle avec des erreurs dessus. Et tout ce qu'on essaye de faire, c'est de minimiser les erreurs et pour comprendre les approximations, les limites du modèle qu'on a développé. Pierre, n'hésite pas à bien maintenir le niveau plus élevé. D'accord. Il y a encore l'une ou l'autre personne qui signale avoir des difficultés à comprendre.
Alors, je vais tenir mon micro, ça sera plus facile. C'est mieux là? OK. Donc, dans la vraie vie, on a rarement un problème aussi simple que j'ai décrit en termes de la corrélation entre le poids et le nombre de semaines de grossesse. Cette semaine, j'ai écouté un podcast, il y a Cyruni qui vient de sortir un nouveau livre, il parlait des femmes népalaises, je crois, qui ont des enfants de poids différents selon que les enfants soient conçus en bas dans la vallée ou en haut dans la montagne. Donc, directement, il faudra ajouter comme variable l'altitude, la distance de soins, la distance d'hôpitaux ou de soins de premier secours. Alors, tout de suite, le modèle devient beaucoup plus compliqué que ces deux éléments. Et si on parle d'analyser l'impact de la génétique, par exemple, sur une maladie comme le diabète, on passe rapidement d'un jeu d'enfant à un tableau de bord de la NASA. Avant la NASA, il y avait the US Office of Naval Research et un type qui s'appelle Frank Zondat, qui était un prof à Cornell. Et c'est un des premiers à avoir essayé de modeler un algorithme sur l'idée d'un réseau neuronal. Et à quoi ça sert un réseau neuronal? Eh bien, ça sert à écheminer le courrier. Donc, en 89, il y a un mathématicien français qui s'appelle Yann Lequin, qui est un des premiers à avoir travaillé sur ces problèmes d'intelligence artificielle, qui a eu le prix, la médaille Turing il n'y a pas très longtemps. Il s'est penché sur la question et il disposait de 60 000 images de chiffres manuscrits. Et le but, c'est de distinguer fondamentalement un 3 d'un 4, d'un 7, d'un 5. Et c'est à dessein que je ne parle pas d'identifier un chiffre, mais de le distinguer des autres parce que il s'agit d'un algorithme de classification. Et depuis Claude Shannon, dans les années 50, qui a écrit Information Theory, qui a été le premier à théoriser l'information, on sait que la valeur informative tient dans la différence plutôt que dans la similarité. Et concrètement, c'est pour ça que dans le Scrabble, le Z, il vaut 10 points et que le E, il vaut qu'un seul point. Parce que c'est plus rare le Z que le E. Donc, comment ça marche? On a ces petites images qui sont 28 par 28 pixels. On convertit on prend chaque rangée de l'image et je convertis chaque pixel en 0, dans une valeur entre 0 et 255, 0 étant le blanc, 255 étant le noir. On dispose alors de 60 000 séries de 784 chiffres, 28 x 28, qui servent d'entrée au modèle qu'on va utiliser. Donc, quand on a pris ces chiffres, le but, c'est d'arriver à distinguer, à classifier lesquels sont des 1, des 2, des 3, des 4, etc. Ce diagramme-là, pour ce que Jean-Marc va expliquer après, c'est super important à comprendre. Ça résume tout ce qui peut aller de bien ou de mal dans l'intelligence artificielle. Donc, ça pose la question de l'input, donc comment on a choisi ces informations-là. Ça pose la question de qu'est-ce qu'on veut déterminer à la fin. Et puis, ce qu'on évoque souvent, la question de la boîte noire, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette boîte, de comment on passe de ces 60 784 informations à comment on sait que c'est un 2, un 2, un 3, un 4, un 5, etc. Donc, je parlais tout à l'heure de Frankie. Donc, Frank Rosenblatt, en 58, il se dit, si je construisais une machine qui ressemble à un cerveau, ça va pas être très compliqué. Donc, il faut juste imaginer que tout ça, ça se passe à une époque où il n'y a pas d'ordinateur. Donc, on parle d'électricité, de diodes, de lumière, etc. Les neurones reçoivent des informations. Et quand il s'agit d'un modèle mathématique, donc c'est des inputs x1, x2, x3, on fait un bilan de ce qui se passe. Donc, les informations, quand c'est dans un réseau neuronal, elles viennent d'autres neurones. Dans un neurone. Donc, c'est là où on passe au stade des approximations et des images. Au niveau du neurone, on fait un calcul. Et quand on a passé le neurone, on décide ou pas de passer l'information à un autre neurone. Et on regarde le résultat on passe l'information choisie dans un autre neurone. Donc, il faut imaginer ça comme une série de neurones et d'informations. Donc, c'est exactement ce qui se passe ici. On a 784 informations donc ça, c'est le point de départ. Et puis,
on passe ces informations et puis l'algorithme va trouver des liens entre tous les pixels noirs et va déterminer un certain nombre de traits. Et puis, quand ils auront ces traits, il va les rassembler, ces morceaux de traits, les uns avec les autres. Et puis, on va commencer à voir se dessiner des formes plus complètes. Et puis, par exemple, on va voir un set apparaître jusqu'à ce qu'on puisse déterminer chacun des chiffres qui étaient là. Et la reconnaissance faciale, ça marche exactement de la même manière. L'algorithme va repérer littéralement les traits du visage. Il va les recomposer. Donc, littéralement, dans mon cas, il va prendre, par exemple, mon nez va être représenté par un triangle. Il va s'apercevoir que le triangle est entre le rond de la bouche et le rond des deux yeux. Et que si le rond des narines est légèrement plus large que d'habitude, c'est que je ne suis pas de type scandinave. Voilà. Donc, quand on a tout ça, la difficulté, c'est comme on avait dans le précédent modèle où on essaye de réduire, d'avoir une ligne qui passe au plus près des autres points, il s'agit d'optimiser. Donc, on a 60 000 fois 784 petits boutons à bouger. Ça fait beaucoup de petits boutons à bouger et il faut à chaque fois voir si, quand on a bougé les chiffres, est-ce que ça s'améliore ou pas. Et la manière dont on fait ça, c'est ce qu'on appelle un gradient descent algorithme. Et donc, l'idée, c'est très, très simple. On a un résultat, on est à un endroit sur la montagne, on bouge un petit peu les boutons et on regarde si on descend dans de la montagne ou si on remonte. Et c'est comme ça qu'on optimise. On retrouve d'informations par une succession d'approximations, on en arrive à déterminer si on affine ou pas le modèle. Et c'est là où je vais expliquer ce que c'est. Donc, tout ceci dépend, comme vous le constatez, tout ceci dépend d'algorithmes. Mais la question, c'est quoi un algorithme? Donc, un algorithme, c'est ni plus ni moins qu'une recette de cuisine. Donc là, je vais faire une légère pause et puis on va exécuter ensemble un algorithme. Donc, je vais vous donner une série d'instructions. L'avantage du webinaire, c'est que là, je ne pourrais pas vous entendre. Donc, d'abord, vous choisissez dans votre tête, vous pouvez choisir où vous voulez écrire, là, ça n'a aucune importance, un chiffre entre 1 et 10. Donc, quand tout le monde a pris un chiffre entre 1 et 10, vous le multipliez par 9. Quand vous avez multiplié ce chiffre par 9, vous allez obtenir normalement un chiffre dans les dizaines. Donc, si ça fait 16, vous faites la somme de l'unité de la dizaine. Donc, ça fera 1 plus 6, 7. Tout le monde est avec moi? Au chiffre que vous venez de trouver, vous soustrayez 5. Si vous avez un 5, donc si vous allez trouver un chiffre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si c'est un 1, vous l'associez à un A. Si c'est un 2, vous l'associez à un B. Si c'est un 3, vous l'associez à un C, etc., etc. Maintenant, vous choisissez un pays qui commence par cette lettre-là. Tout le monde est toujours avec moi. Et maintenant, vous choisissez un fruit qui commence par la dernière lettre du pays. Donc, je regarde un peu les têtes de tout le monde. Donc, à ce stade-là, je crois que tout le monde a répondu. Donc, Geneviève ne m'entend pas. Donc, est-ce que je redonne les instructions? Je t'entends pas. Si tu n'as pas le micro ouvert, je ne t'entends pas, Geneviève. Je n'ai pas le contrôle pour unmuter. Je suis désolé. On va avancer, puis on reprendra les commentaires que tu fais après. Donc, pardon. Donc, vous êtes arrivé à un fruit, je suppose. Donc, tout d'abord, j'espère que vous réalisez que si les kiwis ne poussent pas au Danemark, c'est entièrement de ma faute et que vous n'y êtes absolument pour rien. Les 3 enseignements à tirer de cette expérience, c'est que tout ceci est de la faute de celui qui a écrit l'algorithme, pas de vous qui avez exécuté l'algorithme.
Dans la vraie vie, s'il y a une erreur de calcul, ça arrivait au début qu'on ait des premiers ordinateurs, il y avait des erreurs de calcul à cause de silicone qui n'étaient pas bien fait, etc. On remplace la machine. Donc, personne ne va vous remplacer juste pour ça. Et si certains ont choisi Djibouti et n'ont pas trouvé de fruits en I, ils sont plus l'exception que la règle. Accessoirement, ceux qui ne comprennent pas pourquoi je parle du Danemark et du kiwi sont aussi des exceptions. Et dans les cas où, dans ce cas-là, au moins ils sont identifiés et ils peuvent être traités. Donc, c'est ça l'intérêt de l'intelligence artificielle. Et c'est ni plus ni moins qu'un algorithme. Il n'y a absolument aucune intelligence d'un algorithme. C'est juste de l'exécution d'instructions. Il n'y a rien d'autre. Donc, à quoi ça sert l'intelligence artificielle? Ça sert à faire la détection de fraude, des spams, du remplacement de ciel maintenant sur Photoshop. Enfin, c'est incroyable, on peut changer l'expression de passer d'un sourire à une boue sur juste d'un clic. Ça sert à faire de la reconnaissance vocale. Et bon, ça, c'est des choses qu'on maîtrise assez bien depuis 4-5 ans. Les deux grandes avancées cette année en termes d'intelligence artificielle, c'est GPT-3. Donc, c'est l'évolution en ce moment de la technologie sur l'intelligence artificielle, c'est surtout ce qu'on appelle les transformers. Donc, si on entre une phrase comme input, comme entrée, on dit je veux faire. C'est pour ça que j'expliquais au départ comment je m'étais servi d'un livre pour faire une présentation. Un jour, j'ai pas trop de doute qu'on dira c'est ça le sujet qui m'intéresse et ça générera automatiquement la présentation idoine en fonction de ce que vous voulez voir et la manière dont ça marche. Donc aujourd'hui, on a ça, on peut dire, on peut rentrer une phrase dans l'application et elle va aller chercher sur Internet toutes les informations correspondantes et elle va formuler, elle va écrire un rapport qui est relativement structuré sur le sujet qui vous intéresse. Et c'est donc là, on n'est plus à 2 ou 3 petits boutons, on est à 175 milliards de petits boutons à gérer. Et si par exemple on demande à ce logiciel dessine-moi une chaise en forme d'avocat, et ben c'est le résultat. Ou dessine-moi Radi qui danse, c'est le résultat. Donc on est quand même, ça commence à être pas mal. L'autre grande avancée de cette année, enfin ça date du dernier trimestre, c'est AlphaFold 2. Donc ça appartient, c'est DeepMind qui a été acheté par Google. Et donc l'essentiel, c'est pas mon domaine la biologie, mais en résumé, l'essentiel de la vie sur Terre dépend de 20 acides aminés qui composent 200 millions de protéines. Et ça fait 50 ans qu'on essaie de voir comment ces acides aminés assemblés selon des chaînes vont former un volume, quelque chose en 3D qui va composer, qui va être dans un muscle et qui va envoyer un message. Voilà. Donc, c'est des éléments constitutifs de la vie. Et donc, sur la base des acides aminés qu'on a, il y a 10 à la puissance 143, donc il faut imaginer 10 avec 143 zéros. Dans l'univers, il y a à peu près 10 avec 11 zéros derrière de planètes. Donc on est dans une somme d'informations gigantesque et donc à manipuler. Et donc DeepMind, ils peuvent, là où il fallait à peu près 1 an et 300 000 $ à partir de cristallographie, pour déterminer à quoi ressemblerait la forme en 3D, maintenant il leur faut une journée pour sortir le modèle. Donc ça a des implications sur comment on va faire les médicaments, comment on traite le cancer. C'est assez important. En médecine, donc les applications qu'on va avoir le plus, ça va être dans les points d'entrée, ça va être le diagnostic, parce que c'est là où la machine est forte pour déterminer des motifs, des patterns. Ça va être dans la recherche et le développement, dans la prédiction et l'évolution d'une maladie, dans le traitement personnalisé de la médecine, dans la robotique et l'assistance, et puis dans la prévention et dans l'épidémiologie.
Donc, par exemple, à Necker, à Paris, aux hôpitaux des enfants malades, avec une dizaine d'autres hôpitaux, ils ont développé un système qui leur permet de prédire lors de greffe rénale la probabilité de succès de la greffe chez les enfants. En termes de recherche et développement, donc il y avait 2 profs de Stanford, Andrew Ng et puis justement la personne. Et donc ils étaient partis pour monter Coursera, qui était la première boîte de MOOC, de cours online massifs. Et elle vient de partir l'année dernière pour monter une boîte qui se charge d'éliminer. Quand on est une boîte, quand on fait du développement de médicaments, on est exactement dans la même situation que dans l'industrie du cinéma, où il faut sortir un blockbuster, un gros film pour payer tous les films qui ne vont pas marcher. Et donc le modèle économique de l'industrie pharmaceutique, c'est d'arriver à sortir un gros produit qui va payer pour l'ensemble des recherches. Et s'ils peuvent éliminer toutes les recherches qui ne marchent pas, en théorie, on pourrait espérer que les médicaments coûtent moins cher pour tout le monde. Donc leurs objectifs, c'est de minimiser, de repérer dans la chaîne de production, dans la chaîne de recherche, où sont les éléments qui font qu'un produit ne marche pas. Évidemment, il y a toutes les applications que vous donne ED qui vont vous dire combien de marches, combien de pas vous avez fait par jour. Et puis, pour en revenir au projet 107 et à la santé mentale, ils ont développé, dans la suite du projet de Birmingham, ils ont développé des algorithmes pour que quand les gens font appel pour une situation de crise, ils appellent, déterminer le risque qu'il y ait un suicide derrière ou ce genre de choses. Donc, le niveau d'urgence qu'il y a dans la demande. Voilà, et j'espère que je n'ai pas trop dépassé sur le temps imparti. Et je propose de m'arrêter là, et puis on pourra discuter du reste à partir des questions. Merci Pierre. Non, c'est bien, on est dans les temps. Est-ce que